Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous accueillir pour la saison 3 de ce podcast qui va m'être un petit peu particulière puisque en effet, ça y est, je me lance sur YouTube, donc vous pourrez regarder cet épisode en version vidéo si vous préférez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un bon moyen pour moi d'évoluer et de pouvoir avoir une écoute plus agréable pour les personnes qui préfèrent écouter et voir le podcast en même temps. Et dans cette saison, j'ai décidé d'aborder un aspect plus sociologique des tendances en communication, sur ce que vous voyez, et un petit peu plus analytique. Donc on va commencer avec ce premier épisode qui est pourquoi est-ce que le moche revient à la mode chez les marques. Pourquoi est-ce que les marques tendances qui fonctionnent sont des marques qui à l'époque étaient grave critiquées parce qu'elles étaient dites moches. C'est parti pour ce premier épisode. On peut se demander qu'est-ce que c'est le moche. Selon le CNRTL, c'est pour une personne être desservie par son aspect physique, notamment par son visage. Et pour une chose, un objet, c'est quelque chose qui va mériter le mépris ou la désapprobation. En gros, être moche pour une marque, c'est se voir subir le mépris, la désapprobation de l'ensemble de la société. Pourtant, on voit de plus en plus aujourd'hui de marques moches qui sont en train de percer et qui font en fait de leur mocheté un atout. Est-ce que c'est juste une faute de goût ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ? Et surtout, pourquoi une marque, elle aurait besoin d'être belle ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le choix inverse ? Alors à quoi ça sert de faire du volontairement moche ? Tout d'abord, faire du moche, c'est une preuve d'authenticité. Selon comarketingnews.fr, le moche devient une preuve d'authenticité pour les marques. Selon Slate, les marques cherchent ainsi à mieux épouser les valeurs morales qui animent aujourd'hui leurs clients, au moins dans leur discours, transparence, éthique, respect de l'environnement, vrai au détriment du beau. Je pense que dans l'univers commun, et dites-moi ce que vous en pensez, quand on voit quelque chose de moche, on se dit c'est authentique. Par exemple, j'y pense et je reviendrai là-dessus sur cet exemple. Mais quand on voit Birkenstock, on se dit ok, la chaussure, voilà, elle est ce qu'elle est. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ce modèle, cette forme-là? C'est peut-être que du coup, il y a quelque chose de confortable dans cette chaussure. Effectivement, c'est ce qui revendique le côté orthopédique pour les pieds. Donc du coup, on va avoir beaucoup plus confiance en quelque chose de moche pour sa qualité que quelque chose de beau. On va penser que c'est pas possible d'être beau et d'être qualitatif. Mais le moche, c'est aussi une forme d'élitisme. Dans un monde saturé de publicité léchée, de communication ultra travaillée, le moche devient une manière de se différencier, de montrer qu'on a tellement compris les codes de la beauté qu'on fait tout l'inverse. C'est une manière d'aller chercher ceux qui ont un œil beaucoup plus critique, plus affûté, plus dans le coup, et notamment dans la mode. C'est dire, en fait, moi je sais très bien, j'ai travaillé des années dans la mode, dans l'esthétique, je sais ce qui est beau, et en fait moi j'en ai rien à faire, et je vais faire quelque chose de volontairement moche, et ça plaira à qui ça plaira. Et c'est ce qu'on appelle parfois le capital culturel inversé. Ce qui est moche pour la majorité devient beau pour une minorité qui s'y reconnaît. Et il y a des marques comme Balenciaga qui l'ont bien compris. En jouant sur les codes du mauvais goût, de la laideur, elle s'adresse à une cible qui veut justement se différencier du bon goût dominant. Et il faut dire que le moche, comme le beau, sont des constructions culturelles. Ce qui est jugé laid à une époque peut devenir tendance quelques années plus tard, et inversement. Et c'est là que la sociologie entre en jeu. Pierre Bourdieu l'a très bien montré dans la distinction. C'est-à-dire que ce qu'on trouve moche ou de mauvais goût, c'est souvent ce que les autres aiment, surtout si ces autres sont perçus comme appartenant à une classe sociale inférieure. Les classes sociales supérieures vont donner le là en termes d'esthétisme et de beauté. Et donc quand ces classes sociales disent non mais en fait ça c'est super beau alors que vous trouvez ça moche, eh bien on pense que ça reste moche. Alors qu'en fait au final si les classes sociales supérieures disent que c'est beau, finalement ça rentre dans les codes de la beauté. Le moche devient alors un marqueur de classe. Ce que je trouve moche, peu importe si cela me fait jubiler ou me répugne, est le reflet de mes propres privilèges, dit Alice Pfeffer. Et elle ajoute, dans le ratage, on peut lire une véritable critique sociale. Refuser la dictature du beau, c'est aussi refuser un ordre établi, une forme de morale imposée. Le beau, dans nos sociétés, est souvent associé au bon. Et inversement. Ce que raconte Pfeffer, c'est qu'en transgressant cet ordre, on ouvre une brèche
une brèche où l'ironie, la provocation, le second degré deviennent possibles. Pendant longtemps, la fonction de la mode, c'était de commenter le monde extérieur, de se l'approprier, et finalement d'en faire quelque chose qui lui appartient. Un processus pratiquement colonial. Paul Poiret est allé en Asie, Saint-Laurent est allé en Afrique du Nord, et aujourd'hui, les continents étrangers, notamment l'Asie et le Moyen-Orient, sont les premiers pays consommateurs. On ne peut plus du tout aller vers cet exotisme-là, et on a vu la mode se tourner à la place vers un exotisme de classe. Et la Crocs est dans cette continuité-là. On est allé dans un vestiaire populaire pour finalement jouer les colons comme on l'a toujours fait avec le restant du monde. On retrouve dans ce phénomène la même logique que dans le luxe. Prendre les codes d'un univers populaire, voire marginalisé, et les transformer en produits désirables pour les classes supérieures. C'est le cas avec les Crocs, mais aussi avec les claquettes chaussettes, les survêtements ou encore les logos tape à l'œil. Tout ce qui était autrefois moqué ou méprisé devient cool, à condition d'être porté avec le bon décalage, dans le bon contexte. Les Crocs, par exemple, sont passés du statut de chaussures utilitaires et moches, portées pour le confort, à celui d'objets de mode quand elles ont été détournées par des designers comme Balenciaga ou portées par des célébrités sur les tapis rouges. Le confort extrême et le design pâteau deviennent alors revendiqués comme des marqueurs de style. Même chose pour Birkenstock, longtemps associé à un style baba cool, voire à un manque total de style, ces sandales orthopédiques ont été récupérées par le monde de la mode. Aujourd'hui, elles sont dans les rayons des grands magasins chics, portées par des influenceurs et intégrées dans des looks pointus. Ce qui était autrefois un choix par défaut devient un choix assumé. Valorisé pour son confort, sa durabilité et son côté moche, ce que je vous parlais au début du podcast. Quant à Desigual, la marque a longtemps été la risée de ceux qui associaient les motifs bariolés à un mauvais goût assumé. Mais justement, c'est ce mauvais goût qui est aujourd'hui revalorisé. En ne cherchant plus aujourd'hui à plaire à tout le monde, Desigual devient désirable pour une cible qui veut se différencier, assumer un style exubérant, provoquant voire ironique. Porter du Desigual, c'est aussi affirmer qu'on ne cherche pas à rentrer dans les normes visuelles imposées par les dictats de la mode. Alice Pfeffer montre aussi que le lait a le don de susciter un état ambigu d'attraction-répulsion. Julia Kristeva avait exploré cette thématique dans les années 1980 dans Pouvoir de l'horreur, essai sur l'abjection, où elle relevait comment ce que nous ne voulons pas regarder nous force à dépasser les frontières établies, en dérangeant l'identité, le système, l'ordre dans l'individu. À notre insu, nos goûts et nos dégoûts en disent long sur nous-mêmes, notre société ou notre époque. Mais encore, de Freud à Georges Bataille, il a été établi que l'horreur et le plaisir ont souvent partie liée. Alice Pfeffer soutient dans cette lignée que l'histoire culturelle est soumise à l'attraction de la transgression des normes. Dédaigner le moche, c'est ainsi faire l'impasse sur sa portée politique. Ce qui est exagéré devient alors raffinement suprême. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec certaines marques comme Desigual, autrefois moquées pour ses motifs criards, devenues hype parce que justement elles ne cherchaient pas à plaire à tout le monde, ou encore Lidl qui a fait de ses vêtements à logo un objet de mode assumé, voire presque ironique. Là encore, la logique est claire. Jouer avec les codes, provoquer, faire parler. Même chose pour Lacoste qui a su se réinventer en jouant sur son image populaire autant que sur son ancrage dans le chic français. Cette capacité à jouer entre les mondes, entre le bon goût et le mauvais goût, c'est aussi ce qui fait la force des marques qui assument le moche. Côté publicité, on retrouve ce goût du moche dans les campagnes de Mythique, Love Your Imperfection, de Skoda, moche dans les années 90. Ou encore d'Intermarché avec ses fruits et légumes moches. Le message est le même. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait que ce n'est pas désirable. Au contraire. Après chaque période de crise, nous nous rappelons que la vie peut être une fête. Or, la génération Z arrive à la fleur de l'âge dans un moment difficile. Analyse Luciane Tonti dans The Guardian. Le beau, le lisse, sans aspérité devient suspect. Le moche, lui, semble plus vrai, plus humain, plus proche. Il y a une dimension de réassurance dans le moche. On ne cherche plus à impressionner, on cherche à exister. Comme le dit Alice Pfeffer dans Stratégie, cela en dit long sur la position sociale, l'image que l'individu veut renvoyer, les codes qu'il partage avec un groupe visé. Défendre le moche, c'est donc défendre les valeurs du moche. En résumé, le moche est infiniment plus riche que le beau. Il est politique, social, culturel, et il parle de nous, de notre époque et de nos tensions.
Et les marques l'ont bien compris. Elles jouent avec le moche pour séduire une clientèle en quête de sens, de vérité et de décalage. Mais ce n'est pas qu'une tendance passagère, c'est aussi une stratégie marketing. En s'appropriant le moche, les publicitaires ne font pas que bousculer les normes esthétiques, ils exploitent un levier émotionnel et culturel puissant. Ils nous disent « Regardez autrement, pensez autrement, consommez autrement ». Le moche devient alors une forme d'engouement. Voilà, j'espère que ce premier épisode de podcast, un petit peu plus écrit que les autres, j'avoue, vous a intéressé. On se retrouve du coup sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, @lelabodubeau-podcast. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Je sais pas sur quelle plateforme vous me regardez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube ou sur Spotify, ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé de cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.